Le ministre des Finances, Michel Sapin, est avec nous. Bonjour, Michel Sapin. Merci d'être avec nous ce matin. Beaucoup de sujets. Je vais commencer très vite avec le livret A, qui est à 1,25% aujourd'hui. Est-ce qu'il va baisser? Est-ce que le taux va baisser? Nous aurons à décider cela dans les semaines qui viennent, au mois de juillet. Il est revu 2 fois par an. Oui. On arrive au moment où la Banque de France va donner un avis et où la Banque de France a donné son avis hier soir. Pas encore, elle l'a fait ici même d'ailleurs, oui, je crois. Ici même. En donnant une appréciation, c'est pas encore l'avis au sens formel du terme. Et ensuite, c'est le gouvernement qui décidera. Mais je veux dire 2 choses. Oui. Premièrement, l'inflation est très faible en France. 0,7. Du point de vue des consommateurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les prix n'augmentent pas. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle globalement pour l'économie, mais du point de vue des consommateurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais deuxième chose, je tiens à conserver le pouvoir d'achat de l'épargne des plus modestes des Français. Et le livret A, c'est l'épargne des plus modestes des Français. Donc je protégerai, je donne aucune information sur ce point parce que nous ne sommes pas encore rentrés dans la procédure elle-même et je ne peux pas le faire, j'agirai contre la loi. Je ne dois pas faire de vous un complice de quelque chose qui serait contraire à la loi. Est-ce que ça va bouger? Je n'en sais rien. Je souhaite protéger le pouvoir d'achat de l'épargne des Français. Oui, vous souhaitez protéger, ça pourrait donc ne pas bouger. Plafond, 22 950 €. On est bien d'accord? Oui, ça a augmenté déjà par le passé. Oui, ça a augmenté. Promesse de François Hollande, 30 600 €. Elle n'est pas tenue jusqu'à maintenant. Il l'avait dit en plusieurs étapes. Nous sommes aujourd'hui à la 2e étape. Ça a été augmenté. Oui. Pour l'instant, si l'augmentation était voulue par François Hollande, c'était pas tant pour donner aux Français la possibilité. Alors là, c'est les plus aisés, des plus modestes, ceux qui sont déjà au plafond. Il y en a très peu qui sont au plafond. Oui. Le problème de beaucoup de Français, ce serait d'arriver à mettre un peu d'argent sur leur livret A. Ils sont loin du plafond, très loin du plafond. Donc ce sont souvent plutôt des gens plus aisés qui sont au plafond. Mais si c'est nécessaire pour le financement du logement, nous le ferons, parce que le livret A, c'est de l'autre côté. Vous augmenterez le plafond quand? Si c'est nécessaire pour le financement du logement, nous le ferons. Aujourd'hui, nous n'avons malheureusement, d'un certain point de vue, pas de problème de financement de logement. Il y a un problème de construction de logement. Tiens, je vais vous en parler. Là, il y a un problème lourd de construction de logement. On peut parfaitement en parler, parce que c'est certainement, de mon point de vue, le problème numéro 1 de l'économie française. Et si la croissance est faible en France, trop faible en France, en particulier au premier trimestre de cette année, je pense que ça va s'accélérer dans les autres trimestres, c'est parce que les programmes de logement sont trop peu nombreux, les constructions sont trop peu nombreuses. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas en France? Pourquoi? Il y a beaucoup d'éléments, trop de complexité. La dernière loi, trop complexe. Non, mais elle n'est pas encore applicable, la loi. Donc on ne peut pas dire que c'est la loi dite Allure. Franchement, elle vous plaît, on ne peut pas dire que c'est la loi dite Allure qui est le responsable de la situation d'aujourd'hui. Cette loi, oui, je pense qu'elle part de bons principes. Ce que je veux, maintenant nous sommes dans son application, c'est que ça se fasse de manière simple. Il y a aussi un grand problème en France, c'est la question dite du foncier. Oui. Il y a des gens qui sont prêts à construire, il y a des gens qui sont prêts à acheter une maison ou un appartement, mais il y a une grande difficulté en termes de disponibilité de foncier. Et donc il faut, et ça va trop lentement. Vous savez que l'État a décidé de mettre à disposition de constructeurs, en particulier dans le domaine social, des terrains, parfois des terrains de centre-ville, qui sont immobilisés parce que c'est des friches de la défense ou des friches de telle ou telle administration. J'ai signé là, il y a quelques jours, parce que c'est le domaine, c'est sous mon autorité, sous l'autorité de Christian Ricard, j'ai signé les premières mises à disposition pour 1 € d'un certain nombre de terrains pour construire des logements. Ça va trop longtemps, il faut que ça s'accélère. Trop de normes, trop de contraintes administratives, trop de complexité. Il faut simplifier tout cela. Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, c'est par de la simplification. Il faut encourager l'accession à la propriété, est-ce que vous allez le faire? Encourager, oui. Mettre plus d'argent, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Comment allez-vous faire? Vous allez encourager l'accession à la propriété? Non, mais je vous pose la question. Oui ou pas? Non, mais un texte est en préparation. Bien sûr, ça fait partie. Il faut l'accession à la propriété. Comme on dit, il faut qu'il y ait tout le processus. Quand vous commencez dans la vie, vous pouvez pas acheter, vous devez pouvoir louer dans de bonnes conditions. Donc là, il y a des dispositions qui sont des dispositions de logement social. Puis ensuite, quand vous réussissez un peu, quand vous vous installez dans la vie, ça dépend où, parce qu'à Paris, c'est quand même plus difficile que quand vous êtes à Argenton-sur-Creuse. Vous avez qu'une idée, c'est normal, c'est d'acheter, d'être propriétaire. Donc là aussi, il faut encourager tout le processus lui-même. Et ça, faut que ça se débloque. Si ça se débloque, la croissance française va trouver le problème numéro 1. Pour moi, c'est le problème numéro 1 aujourd'hui. Et le gouvernement, dans les 3 semaines qui viennent, d'ici à la fin du mois de juin, fera des propositions de simplification et d'efficacité dans ce domaine. Vous en avez une? Non.
je les réserve au débat gouvernemental. Vous ne me réservez rien du tout, alors, si j'ai bien compris. On va voir ce que vous me réservez à propos de la SNCF et de cette grève. D'abord, est-ce que vous appelez les cheminots à cesser la grève? Non, je n'ai pas à le faire. Ce sont de grandes organisations syndicales. Les unes ont appelé à la grève. Vous comprenez cette grève? D'autres. Je comprends l'inquiétude. Mais ce qui me gêne, c'est que justement la réforme qui est aujourd'hui discutée au Parlement, elle est là pour, en quelque sorte, répondre à ces inquiétudes. Et donc, une réforme qui tient compte des inquiétudes et qui en provoque, je suis toujours un peu gêné, un peu embêté, si je puis dire, parce que, au fond, quel est l'objectif du gouvernement avec cette loi? C'est premièrement de sauvegarder une grande entreprise nationale public du transport ferroviaire pour éviter... En regroupant la SNCF et Réseau Ferré de France. Mais oui, parce qu'ils étaient séparés. Entités. Oui, mais en 3 entités publiques, en 3 épiques. Parce qu'on ne peut pas faire Établissement autrement. public. On ne peut pas faire autrement. Mais ils étaient séparés. Pas faire autrement. Pourquoi? Ils étaient séparés. Il faut garantir une concurrence aux yeux de l'Europe. Non, parce qu'il y a des règles qui sont des règles qui existent au niveau européen. Mais ils étaient séparés. Nous les réunissons. Pourquoi? C'est pas pour le plaisir de les réunir, mais ça permet de faire aussi des économies de moyens. 44 milliards d'euros de dette. Et parce qu'il y a par ailleurs, en millions, il y a des... 44 milliards d'euros de dette. Donc il y a une dette qui est considérable et que pour la SNCF, comme pour l'État, on ne peut pas continuer comme ça. Donc l'État ne paiera pas. Mais c'est pas... Si, nous contribuons, par exemple, nous allons contribuer parce que l'État reçoit des dividendes, nous remettons tous ces dividendes dans la SNCF pour aider la SNCF à se moderniser. Enfin, les dividendes, c'est pas ça qui va faire réduire la dette, franchement. Ça évite en tous les cas de l'augmenter. Oui, et dans un premier temps, ma première préoccupation pour la SNCF, comme pour la France, c'est de stabiliser la dette et c'est comme ça qu'on la fait diminuer. L'État ne fera pas d'effort supplémentaire. Est-ce que l'État fera un effort supplémentaire financier? Nous verrons. Déjà, l'effort est considérable. Mais où, et la SNCF, aujourd'hui, mais les syndicats vous le demandent. Oui bien ou non? sûr, mais la SNCF aussi me le demande. J'en discute avec elle. Monsieur Cuvillier est dans le débat parlementaire. Dans le débat parlementaire, il y a toujours des choses qui doivent évoluer. Un débat parlementaire, c'est un débat entre le gouvernement, le Parlement du manière générale, sa majorité. Les choses évolueront. Mais que les choses soient claires. L'objectif du gouvernement, c'est de sauvegarder une grande entité nationale pour qu'elle puisse être capable de faire face à la concurrence. Elle peut être meilleure que les autres. Elle doit être meilleure que les autres, y compris par le service public qui les anime, ces cheminots-là, qui sont inquiets. Oui. Alors, moi, je respecte aussi pour leur statut. Oui, est-ce que le statut cheminot sera maintenu dans le texte qui sera voté? Oui, évidemment. D'ailleurs, bien sûr, évidemment. C'est-à-dire que ceux qui intégreront la SNCF auront le statut, le même statut qu'aujourd'hui. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas les mêmes règles pour la SNCF et pour d'autres grandes organisations qui sont aujourd'hui dans la concurrence. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que le ministre Cuvillier est en train de faire? Et faire en sorte qu'il y ait les mêmes règles pour tout le monde, y compris pour des entreprises privées. Parce que si dans le privé, on peut payer n'importe comment, alors que dans la SNCF, il y a des statuts qui sont légitimes et qui font que les cheminots travaillent dans certaines conditions, à ce moment-là, vous avez une concurrence déloyale. Eh bien, nous allons lutter contre cette concurrence déloyale. Je pense qu'il y a de quoi rassurer les cheminots et rassurer aussi les usagers des trains qui tiennent à cette SNCF, qui tiennent au service public, qui tiennent à cet esprit de service public. La croissance, vous maintenez 1% en 2014? Oui, on est dans des prévisions. Vous savez ce que disait quelqu'un? Les prévisions, c'est un art très difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. Bon, donc aujourd'hui, nous sommes une prévision de 1%. Elle peut être discutée comme toute prévision. Elle est considérée comme pouvant être atteinte par les uns et par les autres, y compris par le Haut Conseil des finances publiques qui donne un avis sur ce point. Qui fait une projection qui dit 0,3% en 2014 et non pas 1%. Non, pas le Haut Conseil. Non, vous confondez. Pardon, je ne veux pas entrer dans les détails. Le Conseil des finances publiques. Oui, non, vous confondez ce qu'on appelle l'acquis de croissance et la prévision de croissance. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Le gouvernement ne tiendra pas ses engagements, c'est ce que dit ce Conseil. Non. Reprenez les termes du Conseil. Le terme dit ce 1% peut être atteint, mais à condition que deux choses. À condition, premièrement, que les décisions prises très très importantes par la Banque Centrale Européenne reviennent vers les entreprises pour qu'elles puissent être financées et effectivement dans leurs projets d'investissement à pas cher. Et deuxièmement, et c'est ce dont nous avons parlé hier au Conseil des ministres, dont nous allons parler dans les semaines qui viennent, que nous mettions enfin
en œuvre le pacte de responsabilité et de solidarité. Parce que les entreprises et les ménages l'attendent. Maintenant, on passe à l'acte. Oui, alors Michel Sapin, vous passez à l'acte. Il n'empêche que vous avez fait 0%. Nous avons fait, en France, 0% de croissance au premier trimestre. Il reste 3 trimestres. Nous allons voir. Le deuxième trimestre, vous avez déjà... Non, les chiffres vont là aussi tomber dans quelques semaines. C'est pas le gouvernement qui fixe les chiffres, heureusement. Ce sont des organismes indépendants qui fixent des chiffres. Non, mais je sais, il n'empêche que vous fixez des objectifs. La Banque de France aujourd'hui dit qu'il y aura une croissance légère au deuxième trimestre. Je veux légère, qu'au troisième... 0,1, 0,2. Aujourd'hui, ils sont sur une prévision. Les prévisions, on est toujours sûr de se tromper. En plus ou en moins, ils sont sur une prévision de 0,2% au deuxième trimestre. Nous verrons ce qui se passe au premier trimestre parce que tout ça est révisé. Mais c'est pas ça l'important. La prévision, c'est très important, mais c'est l'action qui est importante. C'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'une entreprise peut décider, à quoi elle s'attend pour l'année prochaine. Loi de finances rectificative, objectif, baisser la pression fiscale et en même temps encourager les entreprises à investir et à créer de l'emploi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. En maîtrisant et même en diminuant les dépenses publiques. Je vois et j'entends. Peut-être trop, je ne sais pas, vous allez me dire votre sentiment, quelques députés socialistes, même l'appel des 100, lit-on, quelques députés socialistes qui contestent votre politique, et qui disent il faut encourager la croissance, il faut arrêter avec le gel des aides sociales. Vous leur dites quoi, ces députés-là? Il y a des députés. J'entends parfois dire les députés. Il y a des députés socialistes qui contestent sur tel ou tel point la politique. J'en sais rien, on verra le chiffre, mais ils sont, ça se compte sur les doigts de deux mains. Qui aujourd'hui contestent frontalement, globalement, la politique que nous menons. Écoutez, si au Parti Socialiste, il n'y avait pas de contestataires, il n'y aurait plus de Parti Socialiste. Ça fait partie, si je puis dire, de nos gènes. C'est peut-être un peu dommage, surtout quand on est au pouvoir, parce que les Français nous regardent, et les Français, ils se posent une question. Chef d'entreprise que je rencontrais la semaine dernière, qui vient de toucher le CICE. Oui. C'était pas une grosse somme, il a touché 27 000 euros. Mais avec ces 27 000 euros, je parle d'un vrai, chef d'entreprise que j'ai été voir, avec ces 26 000 euros, il va pouvoir acheter une nouvelle machine, et il va pouvoir embaucher, payer les premiers mois de 4 salariés nouveaux. Donc vraiment, très important. Quelle est la première question qu'il me pose? Il me dit c'est bien le CICE, mais est-ce que ça va continuer? Parce que j'entends des députés qui disent que le CICE, il faudrait peut-être le remettre en cause. Ça n'est pas possible. Comment voulez-vous que l'on puisse redresser l'économie de la France si on donne le sentiment du zigzag perpétuel? Si on donne le sentiment que ce qu'on a annoncé, on pourrait ne pas le faire. Mais vous avez donné le sentiment du zigzag depuis le début. Justement, c'est la cohérence, c'est la constance. Pacte de responsabilité, il a été présenté. Vous avez privilégié le pouvoir d'achat au début du quinquennat et maintenant vous avez changé de politique. Non, nous n'avons pas changé de politique, nous sommes dans la même cohérence. Vous n'avez jamais changé de politique, non? Je vais vous dire sur quoi il y a un changement. Nous n'avons pas changé dans l'analyse profonde de la situation de l'économie française. Ce sont les entreprises françaises qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment, comme on dit, compétitives. C'est elles qui ont le plus perdu, non pas au cours de ces derniers mois, mais au cours de ces 10 dernières années ou de ces 12 dernières années, leur capacité de se battre sur les marchés. Il faut donc leur redonner cette capacité, et redonner cette capacité, c'est de l'investissement et c'est de l'emploi. Mais ce diagnostic, il a été fait quand? À la fin de l'année 2012. C'est ça qui a permis de mettre en place ce qu'on appelle le CICE, un allègement des charges des entreprises. Et nous amplifions, nous continuons, nous en remettons parce que les entreprises en ont absolument besoin. Et nous l'accompagnons avec des baisses d'impôts et de cotisations pour les plus modestes des Français. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Ce sont les classes moyennes qui vont payer, quoi. Mais elles ne sont pas payées fiscalement. C'est pas parce que vous allégez pour les uns que ça veut dire que vous faites payer les autres, puisque justement... Vous avez augmenté les impôts des autres. Et c'est sur ce point-là... Des classes moyennes, justement. Je parle même pas de ceux qui gagnent trois fois le SMIC. Je viens de vous dire une fois, 1,3 le SMIC. Je viens de vous dire, premièrement, que nous sommes dans la cohérence, dans la continuité, s'agissant de l'analyse de la situation économique de la France et de la nécessité de diminuer les déficits. Il y a un point où vous voyez une modification, c'est qu'il n'y aura pas une seule augmentation d'impôts de décider pour le budget de 2015 et au-delà, ce qu'avaient fait tous les gouvernements successifs de droite ou de gauche. À partir de 2015, il n'y a plus aucune augmentation d'impôts qui sera décidée.
les Français veulent le voir, parce que quand ils m'entendent, ils me disent, ouais, bon, vous avez dit. Non. Ils veulent le voir. Et non seulement il n'y a pas d'augmentation d'impôts, mais il y a même des diminutions d'impôts et de cotisation. L'année prochaine. Pour les plus modestes. L'année prochaine, 1,3 SMIC. 1,3 SMIC, oui. 1,3 pour un couple. Oui, non, vous multipliez 2,6 si c'est pour un couple. 1,3 SMIC, enfin, je dis SMIC, mais ça peut être des retraités, jusqu'à un revenu équivalent à 1,3 SMIC. Il y aura une baisse des cotisation. C'est l'équivalent, au niveau du SMIC, ça sera une baisse de l'ordre de 500 €. C'est un gain de 500 €. Ce sera en bas de la feuille de paye. En bas de la feuille de paye, il y aura un gain. Je dis 500 €. À partir de quand ? À partir du 1er janvier de l'année 2015. C'est dans le paquet. Et comme nous voulons que les gens soient sûrs, parce qu'ils disent, oh là là, on ne sait pas, eh bien ça va être voté. Dès maintenant, dès le mois de juillet, nous allons voter les baisses de cotisation en faveur des entreprises, les baisses de cotisation en faveur des ménages, dès le mois de juillet, ça applicable au 1er janvier prochain. La baisse d'impôt sur le revenu, elle, applicable dès maintenant, dès le mois de septembre, dès le mois d'octobre, visible immédiatement sur voilà, ça a changé. Sur ce point-là, ça a changé. C'est pas ce que dit Laurence Boone. Vous la connaissez maintenant, cette nouvelle conseillère. Moi, je suis comme vous, je découvre des visages et des personnalités. 26 mai, elle écrivait « Arrêtons le massacre. Les choix de politique économique du gouvernement sont pratiquement inexistants. La France, dans 3 ans, plus de 3 millions de chômeurs, 4% de déficit, dette 100% du PIB, des jeunes très diplômés qui continueront de s'installer à l'étranger. » Notre système de protection sociale est trop coûteux. Il faut adopter les horaires et les salaires en fonction de la conjoncture. Ça prouve que le président de la République choisit des esprits libres pour le conseiller. C'est le contraire de votre politique. C'est un esprit libre. C'est le contraire de votre politique. Et c'est avec un esprit libre qu'on peut avoir de bons conseils. Mais c'est pas pour autant qu'on va changer de politique. On a une politique cohérente de votre et continue. Politique. Et je pourrais vous citer d'autres articles de cette personne parfaitement honorable, mais à qui vous faites une publicité à laquelle elle-même ne s'attendait pas. Mais je pourrais vous citer d'autres articles qui disent exactement le contraire. C'est une social-démocrate qui croit dans le marché, mais qui croit dans la justice sociale. Écoutez, de ce point de vue-là, j'ai le sentiment que je me trouve plutôt en harmonie avec cela. La finance est de retour. Non, c'est les compétences qui sont de retour. Bon, les compétences, pas la finance. Bon, l'écotaxe, ça va rapporter moins que prévu. Alors, aux finances de l'État. L'écotaxe. Et pour financer les infrastructures. L'écotaxe, dont vous savez que ça avait été voté il y a 3 ans par Nicolas Sarkozy. Donc cette écotaxe, ça marche pas. C'est le premier. Bon, ça marche pas. Bon, ça ne rapporte rien. Rien du tout. Ça va coûter. Ça a même créé quelques révoltes, parfois qui étaient outrées. Mais souvent à partir de préoccupations parfaitement compréhensibles, en particulier dans les endroits, dans les régions extrêmement éloignées de la région parisienne. Je pense en particulier à la Bretagne. Ça marche pas, donc on réforme, on change. Donc aujourd'hui, nous travaillons à autre chose que l'écotaxe. Franchise kilométrique. On verra, le dispositif est en cours de Mais c'est la meilleure solution. Il y a plusieurs solutions. Ségolène Royal fait diverses solutions. On peut trouver des solutions pour répondre aux préoccupations qui se sont exprimées au moment où l'on devait mettre en application une décision prise par d'autres. Ça marche pas. On le réforme. Mais il y a besoin de l'argent, parce que l'argent, c'est pas de l'argent qui va au budget de l'État. L'argent, c'est de l'argent pour des travaux, des infrastructures. Eh bien, les usagers ont besoin de ces travaux, et les entreprises françaises du bâtiment et des travaux publics en ont besoin aussi. Donc, il faudra trouver ces ressources, parce que ça fait partie aussi de la croissance, là, du travail, de l'investissement, de l'emploi dont nous avons besoin en France. Dernier mot sur Uber. Sur ce conflit entre les taxis et les VTC. Uber, cette entreprise de VTC qui appartient à Google, qui ne paie pas d'impôts en France. C'est supportable, ça? Non, c'est pas supportable. Mais c'est supportable ni pour la France, ni pour ces personnes d'autres, parce que Google ne paye pas en France, mais ne paye pas non plus ailleurs. Ou quasiment pas ailleurs. Que peut faire l'État, là? C'est pas que peut faire l'État, parce que si c'est chacun dans son coin, c'est ça qui fait que Google ou d'autres s'organisent pour faire remonter leurs bénéfices dans des îles qui n'ont de virginité que le nom, mais où on paye absolument aucun impôt sur les divers revenus. Donc oui, c'est l'Europe. L'Europe, là vous l'avez vu d'ailleurs, l'Europe est en train de pourchasser, si je puis dire, ceux qui ont mis en place des processus pour échapper à l'impôt. Pas seulement à l'impôt en France, mais à l'impôt
tout court. Eh bien, les Anglais, pourtant, ils ne sont pas tout à fait faits comme nous sur un certain nombre de raisonnements économiques. Les Allemands, les Belges, les Italiens, les Espagnols, les Français ont décidé que ça devait s'arrêter. Et je suis dans Comment ce combat-là. Ça va s'arrêter ? Parce que nous allons mettre en place un dispositif qui sera cohérent entre nous et qui nous permettra de taxer les revenus effectivement perçus à partir du marché français. Vous allez faire ça quand ? Là, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Les semaines qui viennent. Je vois encore mes homologues à la fin du mois de juin. On va parler de beaucoup de choses, mais en particulier de cette bataille contre ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Oui. Enfin, comment faire en sorte de ne pas payer d'impôts. Vous savez, nous allons payer la mesure en faveur des ménages les plus modestes avec quoi ? Avec le retour. Ah oui, en faisant payer des impôts sur ceux qui ont caché leur argent en Suisse. On leur a dit, il vaut mieux régulariser. Comme ça, vous serez plus tranquille. Ça va rapporter combien cette année ? Cette année, on dépasse toutes nos espérances. C'est 1 milliard de plus que ce qui était prévu. C'est exactement le milliard de baisse d'impôts. Et l'année prochaine, vous avez des projections ? Moi, je préfère baisser l'impôt des plus modestes en faisant payer ceux qui avaient caché leur argent en Suisse. Merci Michel Sapin, 8h58. Merci. Merci.